Bonjour, je m'appelle Marie Perrin, je suis architecte. J'ai fait mes études dans 3 écoles différentes. La première, donc anciennement Villemain, à Paris, à l'école des Beaux-Arts. La deuxième à Rennes et la troisième à la Villette. À chaque fois, j'ai voulu poursuivre un cursus tourné vers l'environnement, donc j'allais chercher des ateliers qui étaient spécialisés sur cette thématique. Oui, j'ai travaillé chez DRMM. Donc j'ai travaillé 2 ans en Angleterre. Cette agence était spécialisée notamment dans la construction de bois. Avec mon premier associé, on a présenté la bourse de recherche diversitaire. Donc c'est une bourse qui est créée, délivrée par EDF et qui permet donc à des jeunes architectes de pouvoir faire un travail de recherche autour d'une thématique dans un pays étranger. Et donc nous, étant en Angleterre, on avait envie de pas seulement être dans un système de travail à l'agence en tant que salarié, mais aussi de pouvoir développer des recherches personnelles. Et donc on a travaillé sur le potentiel d'usage des stationnements dans les grands ensembles à Londres, puisqu'il se trouve qu'il y a énormément de stationnements vacants dans les grands ensembles, puisqu'il n'y a pas... il y a on va dire un bon système de transport en commun. Et donc on a travaillé aussi avec le principe de l'événement Parking Day, où on a carrément créé un événement avec les habitants sur les places de stationnement. Voilà. Puis après, il y a eu plein de sujets autour de cette thématique. Bon, il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais c'est vrai que c'est une attitude déjà souvent par rapport à un site, par rapport à un territoire, sur déjà le fait de réfléchir aussi à la consommation de l'espace, comment on construit, où on construit, la programmation. Donc c'est tout l'amont, on va dire, de réflexion du projet. Il y a aussi le travail sur les systèmes constructifs, les matériaux biosourcés. C'est vrai qu'on fait beaucoup, moi j'ai beaucoup d'appétence pour la construction bois et les matériaux biosourcés. Donc on essaye de travailler le plus possible dans cette dynamique, mais c'est aussi parfois aussi comment on travaille avec les usagers, par exemple avec des habitats participatifs ou avec des ateliers de co-conception avec les acteurs. Donc c'est vraiment une démarche, on va dire, un peu globale de réflexion sur l'architecture. On l'a créé en 2010. D'abord par un petit passage en libéral, le temps un peu de tester, et puis très rapidement, donc en 2011, la SARL est créée, donc TICA, avec Grégoire Barraud, donc mon premier associé. Et puis en 2016, il y a 2 nouveaux associés, Charles Coiffier, qui est architecte également, et puis Jérémy Gouelou, qui est urbaniste. Alors, on a chacun nos projets qu'on suit, qui sont pas forcément, c'est pas toujours linéaire, c'est-à-dire qu'on peut aussi être à plusieurs sur un projet, on peut aussi les répartir dans le temps, si on a besoin, voilà, de se répartir les projets. Et on fait souvent en fait des revues de projets où on échange ensemble sur la création au démarrage. Voilà, et puis après on peut aussi, on s'arrange pour qu'il y ait toujours deux potentiellement associés référents, un référent de base et un autre éventuellement pour pallier si jamais pour X raison la personne voilà, peut pas suivre le projet pour une absence ou autre. Donc c'est vrai qu'on est tous un peu au courant des projets des uns et des autres, mais on a quand même chacun un peu notre suivi de projet. On a toutes les petites tâches associées bien évidemment au fonctionnement d'une agence. On s'est donné au démarrage, on va dire, des colorations suivant des appétences ou des connaissances spécifiques, que ce soit pour la gestion plutôt financière, que ce soit pour la communication, que ce soit pour les candidatures, sachant qu'on sait tous faire un petit peu ces choses-là, mais on peut, pour un temps plus ou moins long, prendre le lead, on va dire, sur certaines tâches, sur certaines missions. Pareil pour le social, il y en a plus un de nous qui est référent, mais bien évidemment les autres participent aussi. Voilà, donc ça nous permet aussi d'être un peu pluridisciplinaire chacun sur ces missions. Oui, c'est vrai que bon, quand on décide de faire un enfant, on a forcément une grossesse, un accouchement et la gestion au démarrage du nouveau-né.
qui fait qu'on va être absent pendant un certain temps dans l'agence. Moi je pense que ça a été assez salvateur le fait d'avoir des associés, parce que ça m'a permis aussi de m'extraire de l'agence pour pouvoir aussi profiter de mon enfant au moment où il avait le plus besoin de moi, donc ça c'était bien. Et inversement, c'est-à-dire qu'il y a aussi des associés qui ont d'autres choses, d'autres projets on va dire, et on sait qu'ils peuvent compter sur nous pour aussi les épauler dans ces moments-là. La ferme du Marais Girard, c'est un projet très atypique, hein, puisqu'on est sur de l'écolage, donc c'est des sites touristiques à forte valeur environnementale. Il se trouve qu'on était vraiment tout jeune, hein, assez inexpérimenté quand on a eu ce projet. Donc on a vraiment une maîtrise d'ouvrage qui nous a fait confiance, hein, c'était une maîtrise d'ouvrage privée d'un couple en reconversion, qui n'avait pas forcément un programme préétabli, et qui nous a fait confiance aussi pour les accompagner sur toute la phase de programmation. Donc on a organisé des workshops environnementaux, on a travaillé avec un cabinet spécialisé qui nous a permis d'aller vraiment sur des sujets très larges, pas que de l'architecture, pour déterminer un peu les éléments clés aussi qui allaient faire ce projet, et comment on pouvait les mettre en œuvre aussi de façon intéressante d'un point de vue architectural et au niveau des matériaux. Et puis on a travaillé même un petit peu avec le bureau d'études, enfin assez proche bureau d'études qui a fait l'étude de marché, hein, pour savoir, parce que c'est quand même un site, voilà, il y a une économie on va dire derrière. Et puis voilà, tous ces éléments nous ont permis avec le maître d'ouvrage de proposer un projet un peu atypique et surtout très en lien avec ce qu'ils attendaient et ce qu'ils avaient envie de mettre en œuvre. Donc c'est-à-dire ce projet de site touristique, d'hébergement touristique, qui soit à la fois très proche de la nature, en même temps qui propose aussi des équipements assez haut de gamme, mais toujours en lien avec l'environnement. Et donc il y avait cette ferme qui n'était plus en activité, qui était inoccupée, qui a été rénovée, donc en partie pour les espaces collectifs qu'on avait déterminés en amont ensemble, et pour aussi des espaces de gîtes plus privatifs. Et puis on a créé des bâtiments neufs, donc des bâtiments qui sont aussi des extensions d'équipements, notamment une halle où il y a beaucoup de travail de confection, de transformation notamment de matériaux sur place, hein, du site, et qui continue aujourd'hui aussi à servir de lieu de production, notamment pour le gérant, voilà, pour sa propre production. Toute la réflexion aussi sur la piscine naturelle, sur la cuisine participative, avec la démarche qu'a initiée la gérante avec le potager en permaculture, et puis les villas, bien évidemment, des vacanciers. L'idée c'était qu'ils puissent passer un séjour qui ne soit pas seulement de l'hébergement, mais qu'ils puissent aussi vivre une expérience. Donc il y a aussi tous les éléments d'équipement qui vont avec. Et puis ces villas, l'idée c'était vraiment de se retrouver dans une interface entre intérieur et extérieur, qu'on puisse brouiller un peu les limites. Donc on a un espace central qui est très ouvert sur l'extérieur, avec des baies à galandage, on peut ouvrir en fait de façon traversante l'espace, côté cuisine et côté salon, qui donne sur la terrasse. Et puis on a ces petits habitacles qui sont les chambres et les salles de bain, qui sont isolés, fermés, chauffés, qui d'ailleurs sont bardés, comme le serait un bâtiment. Donc il y a vraiment cette idée de la nature, enfin de l'environnement extérieur qui rentre à l'intérieur et vice-versa. Et ces villas, elles sont sur pilotis, puisqu'elles sont dans une zone en partie humide. Donc il y a la zone vraiment humide avec les roseaux, et puis cette zone un peu, on va dire, de pré-marais où on a installé sur pilotis les pontons. Et on a toute cette espèce de marche très large qu'on a créée en rive, qui permet de s'asseoir, d'avoir un contact assez fort avec le jardin, avec le paysage, sans avoir la barrière, le garde-corps. Donc on est directement tout de suite dans la prairie avec les roseaux. Et c'est une construction qui est toute en bois, intégralement, hormis les fondations, voilà, du sol au plafond, passant par les murs, avec des isolants biosourcés.
Oui, c'est vrai que c'est un projet assez complet, puisque là, on a pu vraiment exercer aussi nos compétences d'urbaniste et d'architecte. Quand on a répondu au concours, donc l'idée c'était il y avait déjà une opération dans le centre-bourg qui avait été faite, une très belle opération, très minérale, au niveau des halles de marché, donc c'est à Bretignolles-sur-Mer. Et il y avait un autre pan du bourg à développer. Et il fallait créer une maison de santé, une maison d'association et rénover un patrimoine existant. Et on a proposé de travailler sur l'intégration d'un parc. Donc on a volontairement écarté les stationnements avec, on va dire, divers dispositifs qui permettent de libérer en fait au centre de l'espace le parc. Et puis on est venu travailler les architectures autour du parc pour aussi le magnifier et travailler sa limite. Et ces deux architectures servent vraiment leur fonction, puisqu'on a une architecture pour la maison des associations qui est très ouverte sur l'extérieur. Donc c'est vraiment, elle vient donc en lisière du parc, totalement transparente, ouverte sur une de ses façades. C'est vraiment un bâtiment très en longueur, avec toutes les portes en fait, qui s'ouvrent sur l'extérieur. L'idée c'était vraiment de se dire que la maison d'association doit pouvoir accueillir et doit pouvoir donner envie aux gens de venir participer et de venir adhérer à l'association, donc il fallait qu'elle soit ouverte. Et puis on a cette grande canopée, ce toit qui vient s'avancer, qui permet de protéger, que ce soit du soleil mais aussi des intempéries, et que éventuellement les activités puissent aussi prendre place sur l'extérieur, puisqu'il y a tout un aménagement qui est fait aussi pour qu'on puisse continuer des activités sur l'extérieur. Et il y a la maison des associations qui est un peu de santé, pardon, la maison de santé qui est un peu le pendant de la maison des associations, mais inverse, on va dire, dans les usages, puisque l'idée c'est d'avoir de l'intimité. On est quand même sur des cabinets de consultation, donc il faut de l'intimité. Et donc là, on a vraiment une enveloppe qui reprend d'ailleurs la matérialité de la maison d'association, une enveloppe qui génère un filtre et entre donc, le cabinet et l'extérieur, et qui permet notamment d'avoir un petit sas de décompression aussi pour les thérapeutes. On a travaillé sur une construction qui est mix bois-béton. Par exemple, la maison des associations de santé, la maison de santé est en rez-de-chaussée béton avec un parking souterrain, et à l'étage, donc elle est déjà très réduite dans son emprise, puisqu'il y avait une demande au début qui était vraiment de faire un bâtiment de plein pied avec des stationnements à côté. Donc on a tout regroupé en un pour pouvoir être plus efficace sur le site et laisser plus de place à la végétation. Et donc à l'étage, on est tout en bois, en construction bois, avec un habillage des façades et du toit en bois. On a travaillé aussi avec un béton de site, puisque sur le site, on avait des bâtiments qui étaient voués à être démolis, qui étaient vétustes et plus utilisables. Donc la mairie avait décidé de les démolir. Et donc on leur a demandé de pouvoir réutiliser une partie des tuiles et des briques présentes pour les concasser et pouvoir les mélanger au béton, pour créer un béton qui soit vraiment en lien avec le site. C'est un béton blanc, donc avec des agrégats de tuiles, et donc ça lui donne une coloration qui se rapproche notamment et qui fait écho aussi aux colorations qu'on peut trouver dans le patrimoine, et notamment l'église qui est juste à côté des bâtiments. Et puis on a rénové aussi les existants. On a eu, c'est vrai que dans le concours, on a proposé aussi d'ouvrir certaines ailes d'un bâtiment pour laisser plus de porosité entre les deux parties du centre-bourg. Donc vraiment, il y a maintenant une unité en fait qui est rétablie. Et donc on a eu aussi à rénover ce presbytère, donc un peu dans le respect du patrimoine, et pareil pour la maison des frères qui a été rénovée et réaménagée dans le respect du patrimoine, et avec bien évidemment les aménagements qualitatifs, paysagers autour, qui permettent aussi à chaque habitant et habitante de pouvoir s'approprier ces espaces qui, avant qu'on intervienne, en fait, étaient vraiment très, très cloisonnés, très fermés. Alors le projet Bois-Paille, c'est un projet de logement social qui est à Nantes, qui est un projet aussi participatif. Donc c'était une demande de la métropole sur un de leurs sites, de leurs terrains en cœur d'îlot, de pouvoir travailler à une partie d'habitat participatif et de pouvoir proposer un système constructif innovant et biosourcé.
Et donc on a fait une équipe avec un opérateur qui est une coopérative d'habitat avec un bailleur social. Et on leur a proposé de travailler donc en 100% participatif et de faire une proposition en bois paille. On avait déjà un peu expérimenté la paille en 2013, mais la filière n'était pas encore tout à fait constituée, donc c'était un peu compliqué pour l'emmener sur du bâtiment public. Il se trouve que quand on s'est renseigné en 2016, la filière était bien constituée, était prête à pouvoir aller sur les bâtiments publics. Donc on a pu proposer cette solution qui a été très bien reçue. Et c'est un projet qui a duré un peu dans le temps, hein, puisque avec l'habitat participatif et puis d'autres éléments qui se sont rajoutés. Aujourd'hui, on est en chantier et on pense pouvoir le livrer au printemps 2021. Il y en a qui ont travaillé en cabinet. J'ai une bonne amie qui est programmiste, donc qui a travaillé très longtemps en cabinet de programmation et qui est maintenant fonctionnaire. Et puis j'ai une autre amie qui s'est tournée plutôt vers la photographie. Et puis après, j'ai d'autres connaissances qui ont travaillé en cabinet d'architecture. Et puis j'ai une très bonne amie qui a travaillé longtemps en association, on va dire en collectif, à Nantes, en agence, et puis qui a récemment créé une société, on va dire, à partir de ce collectif avec ses associés avec qui elle travaillé depuis longtemps. Donc c'est vrai qu'il y a plein de configurations différentes, plein de parcours différents. Oui, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de femmes déjà dans les écoles d'architecture. On en voit de plus en plus aussi à postuler quand on met des annonces pour offrir un emploi, avec des profils très intéressants. Enfin, on sent qu'il y a une belle dynamique qui se met en place. On a aussi de plus en plus des maîtres d'ouvrage qui sont des femmes, sur les chantiers aussi dans les entreprises, les ingénieurs ou même sur des entreprises donc de fabrication. Alors après, ça reste encore les métiers de seconde œuvre. On n'a pas encore les métiers on a... Donc oui, votre question, pardon. Oui, je pense que en effet c'est une bonne chose que la profession se féminise. Après, l'idée c'est quand même d'arriver aussi à un équilibre, que la profession ne soit pas non plus totalement féminine. Clairement, hein, on est dans une complémentarité. Après, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on a beaucoup de femmes en école et assez peu après dans des hauts postes. Pas forcément dans les directions, même si c'est vrai, il y a un manque, mais aussi je trouve en tout cas, dans des postes importants dans les agences. On en a parlé. Alors, les qualités, clairement, c'est la confiance en soi. Je pense que, alors, je sais pas si on peut considérer ça proprement parler comme une qualité, mais parce que c'est pas évident en fait. On n'a jamais totalement confiance en soi, et puis ça s'apprend aussi avec l'expérience, hein, ça se développe. Mais je trouve trop souvent en fait que des femmes qui ont de l'or dans la tête et dans les mains ne mettent pas assez en avant en fait ces capacités. Et je trouve ça dommage, parce qu'on y gagnerait tous à pouvoir travailler avec ces femmes-là. Oui, c'est vrai, déjà moi-même, quand on me pose la question quelles sont les femmes architectes que tu connais et dont tu connais le travail, j'en connais en fait très très peu. Et ça m'a permis déjà, moi, de découvrir beaucoup de femmes talentueuses avec des projets très intéressants. Et il y en a de plus en plus. Je vois notamment de jeunes femmes qui se mettent en association ou en société avec des pattes architectes, enfin, pas dire ça, des projets architecturaux qui sont de grande qualité. C'est vrai que si ça peut les mettre en lumière, alors parfois elles ne sont pas forcément seules, elles sont aussi en association, puisque de toute façon aujourd'hui de plus en plus on est dans des associations, du collectif, mais néanmoins elles ont quelque chose à revendiquer et aussi quelque chose à apporter pour la profession, et je trouve ça hyper positif de pouvoir en tout cas les valoriser
au travers de ce prix. Oui, j'ai déjà fait, j'aurais dit inscrivez-vous, mettez à jour votre profil s'il vous plaît, parce que voilà, tout le monde ne peut pas gagner, mais néanmoins ça permet d'avoir une visibilité sur la production architecturale des femmes, et rien que ça déjà c'est chouette.